Si vous aimez les histoires un peu, on va dire, rocambolesques, les alias qui font des allers, des retours, et puis les parcours au sein de Tsahal, restez avec nous, vous allez aimer celle de Michael Bressacher. Ils ont relevé le défi de l'ALIA. ALIA Story, c'est vous, c'est nous. Et oui, parce qu'il n'a pas le casque, donc il n'entend pas le jingle que vous, chez vous, vous avez entendu. Comment ça va, Michael ? Ça va bien, ça va bien. Ouais. On attend la neige. On attend la neige, ben oui, nous aussi. On verra bien comment on va rentrer chez nous, mais bon, ça c'est un autre programme pour l'instant. Le programme, c'est votre parcours d'Alia. Alors, vous êtes arrivé en Israël en 1989, jusqu'après votre bac. C'était votre première Alia. On va dire ça comme ça. Je suis arrivé plus tôt, disons, plus tôt après ma maturité, l'équivalent du bac en 86. À 86. Je suis arrivé déjà d'une façon assez rocambolesque. Pourquoi ? Bon, dans la communauté où j'ai grandi, il était de coutume de faire une année sabbatique avant de faire des études. Il faut dire que vous êtes suisse. Je suis suisse, français, israélien. J'ai plusieurs casquettes ou plusieurs taffes, comme on voit. Je devais passer, comme tous les membres de ma communauté, quelques mois dans un kibbutz qui s'appelait Sde Eliyahu. En arrivant ici, au milieu de la nuit, on m'envoie ailleurs. Je me suis demandé qu'est-ce qui se passait. Sde Eliyahu, pour ceux qui ne savent pas, c'est dans la région de Beth Shean, proche de la frontière avec la Jordanie. Je me suis déjà dit la guerre a éclaté. Non, on m'a envoyé ailleurs. C'est que tout simplement, l'Ulpan avait été annulé il y a 3 semaines et le représentant de l'agence juive en Suisse ne le savait pas. Okay. Donc, c'est déjà le premier point. Ça arrivait à l'époque. Maintenant, ça a changé quand même. Il faut bien le dire. Peut-être. Mais c'est sûr. Donc, vous êtes déplacé, vous arrivez dans un autre kibbutz. C'est ça, Kfoutzat Yavne. Je suis passé 4 mois, suffisamment de temps pour me rendre compte que le kibbutz, ça n'était pas pour moi. Ok. Et ensuite, j'ai eu beaucoup de chance, par hasard. J'ai atterri dans un programme francophone, pour ceux qui connaissent, qui s'appelait Mayanot, qui était dirigé par Manitou. Il y avait aussi André Neher, Begon Gross, enfin des tas de gens très respectables. Passionnant. Oui, très passionnant. J'imagine. Alors, pourquoi vous êtes venu en Israël à cette époque-là ? Pourquoi je suis en Israël ? D'abord, je vais dire, je suis né juif, dans une famille, on va dire, traditionnaliste. Donc, je ne veux pas dire toutes les fadaises, mais tout ce que j'avais entendu sur le judaïsme ne m'avait pas vraiment persuadé. Donc, vous n'étiez pas religieux à l'époque ? Si, on était, disons, traditionnalistes, mais les réponses que j'avais à mes questions n'étaient pas satisfaisantes. Pas satisfaisantes, c'est-à-dire en tant que matheux, le fait de voir, par exemple, on prend un enfant qui est né, on va dire, d'un parent juif et de l'autre pas. Une fois, il est juif à 100%, une fois, il ne l'est pas du tout. C'est très bizarre. C'est-à-dire que soit il est à moitié juif, soit une fois sans, soit rien, ou encore on pourrait s'attendre à ce que ça dépende de ce qu'il fasse ou ce qu'il croit, ce qui n'est pas le cas. Aussi, je ne sais pas, ayant grandi dans un monde très cartésien et rationnel en Suisse, des histoires où la mer Rouge s'ouvre. Ouais, donc vous étiez dit, c'est des légendes. Je me suis dit, avant de tout laisser tomber, par en été, je vais m'accorder quelques mois pour étudier. Et depuis, j'ai toujours pas trouvé le point qui me permet de tout jeter. J'ai été convaincu, je ne sais pas comment l'écrire, mais vraiment convaincu. Vous avez été convaincu, donc vous avez tout gardé. En 1 ou 2 mots, je ne sais pas. Vous avez tout... Vous avez tout gardé. Oui. Bon, alors ça c'était vos motivations de base. Après, en raison on va dire, de changements et de raisons personnelles, vous avez dû quitter Israël à contre-cœur. J'ai quitté Israël, disons, j'ai été vraiment convaincu que je voulais faire mes études ici, étant l'aîné de ma famille et mes parents pas spécialement pro. Et le fait d'avoir des frères plus jeunes, je me suis dit, c'est peut-être quand même plus intelligent de retourner en Suisse plutôt que d'engager un bras de fer avec la famille. Vos parents, parce qu'ils ne voulaient pas vous laisser ici. C'est ça, ils pensaient que c'était mieux de venir avec une profession ou avec un papier. Ils avaient bien voulu à l'époque vous laisser vagabonder, chercher un peu, voilà, pendant 1 an, on va dire, mais pas plus. Non, je pense qu'ils étaient sincèrement convaincus qu'il était mieux de venir en Israël avec une formation. Un bagage. Ok, bon alors vous les avez écoutés. Je les ai écoutés. Et vous êtes reparti en Suisse où là vous avez étudié les sciences économiques. À Genève. Ce qui est assez intéressant après, il va de soi qu'après 1 an au soleil, retrouver la grisaille en Europe, c'était difficile. Bon, j'ai aussi été très actif dans le domaine estudiantin, où j'étais président des étudiants juifs de Suisse.
Et entre autres, au niveau des petites histoires, j'ai aussi eu l'occasion, lors de mon mandat, quand il n'y avait personne qui voulait le faire, parce que la Suisse, comme tout le monde sait, est un pays neutre, il y avait Arafat qui devait passer aux Nations Unies à Genève. Personne ne voulait organiser de manifestation. C'est moi qui ai dû le faire. Donc vous avez organisé une manifestation contre la présence d'Arafat. C'est ça. Et contre aussi la politique de la communauté. Ah, contre la politique de la communauté. Dans un premier temps, une fois que tout s'est bien passé, j'ai été félicité, mais j'ai dû laisser aussi le devant de la scène aux Américains et à l'UEJF. Ouais. C'était aussi intéressant. Pendant 2 ans par la suite, j'étais membre d'honneur du comité central de l'UEJF. C'était sympa. C'est très sympathique. Ouais. Alors, vous revenez une fois votre diplôme en poche. Donc, vous êtes économiste. Alors, c'est pas facile d'arriver avec un diplôme d'économiste. Vous ne parliez pas l'hébreu. Disons que l'avantage du diplôme d'économiste à l'époque, pourquoi j'avais choisi ce cursus, c'est-à-dire que le diplôme est plus ou moins similaire reconnu. Bon, pas le fait qu'il soit reconnu, mais disons qu'il est pratiquement le même qu'en Israël. Ok. Donc, ce que j'ai fait, j'ai décidé d'apprendre un peu l'hébreu et de faciliter l'atterrissage. Donc, j'ai passé quelques mois dans un ulpan qui était à Arad. C'est marrant de débarquer à Arad. C'est pas un choix très commun, on va dire. Aussi, à l'époque, c'était commun. Il y avait un institut de la VUJUST, World Young Jewish Student. Donc, on a été là-bas. Ça n'existe plus aujourd'hui. Ça n'existe plus. J'ai plus appris l'anglais que l'hébreu. Et je suis passé 5 mois là-bas. Ouais, donc l'ulpan classique. Puis ensuite, vous cherchez du boulot, forcément. Je cherche du boulot. Disons, c'était pas évident et tout. D'à côté, j'ai eu de la chance. Le premier boulot qu'on m'a proposé ou que j'ai trouvé, c'était à l'armée. Donc, bien sûr, vous avez sauté sur l'occasion, parce que c'était un job intéressant, en plus. C'était un job intéressant, mais à l'époque, je ne le savais pas vraiment. Donc, il y a des amis qui m'ont conseillé de ne pas me manquer cette opportunité. De façon aussi intéressante, rocambolesque qu'on a lien. En fait, quand j'avais mon poste à l'armée avant d'être israélien, donc j'ai dû court-circuiter tout le système, avoir très très vite un numéro d'identité pour pouvoir occuper le poste qui m'était destiné. Bah oui, parce que sinon vous n'auriez pas pu rentrer. Ça aurait été dommage, parce que vous avez été économiste au QG de l'armée de l'air, bien évidemment, pendant la guerre du Golfe notamment. Oui, c'est bien. C'est pas mal. C'est bien, je ne sais pas si c'est bien ou pas bien, c'est certainement atypique, c'est-à-dire que la plupart des nouveaux immigrants qui viennent, qui font l'armée... En plus, vous ne parliez pas super bien l'hébreu encore à l'époque. Non, mais bon, l'armée a toujours intégré les nouveaux immigrants, il y a le statut de soldat seul, Khayal Boded et tout. Ouais. Disons, les gens ont eu pitié de moi, ils m'ont pris. Et... Oh, pitié, vous exagérez. Qu'est-ce que vous avez fait comme... Ça consistait en quoi d'être économiste au QG de l'armée de l'air ? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans l'armée, vous avez beaucoup de fonctions. Vous avez des services juridiques, des services d'éducation, de logistique, et vous avez l'économie. Disons que par exemple, l'armée de l'air, il y a tout ce qui est budget, prévision du budget, l'allocation du budget. Il y a aussi tout ce qui est prévision, calcul des coûts. Par exemple, quand, je ne sais pas, Hollywood fait un film et a besoin de louer un avion, il faut savoir combien le lui facturer. Il y a aussi, donc c'était très divers comme... disons, il y a plusieurs départements, plusieurs sections, donc il y a pas mal de postes. Donc moi, j'ai servi au QG de l'armée de l'air, ce qui était, en fait, j'ai travaillé à l'armée, quoi, avec un statut d'officier. Alors, pendant la guerre du Golfe, j'imagine que ça a eu des conséquences... importante sur votre travail ? Disons, c'est aussi très intéressant. Encore une fois, il y a un problème, on va dire, une différence, on va dire, culturelle. La nuit du 14 au 15 janvier, quand la guerre devait éclater, je me suis dit, je vais aller au cinéma. En sortant du cinéma, j'ai écouté les informations. J'ai entendu que la guerre a éclaté. Donc, je me suis demandé qu'est-ce qu'on fait. Je me suis dit, je suis soldat. Donc, on va à la base. J'étais à la base. J'ai dormi sur un banc. Les autres sont arrivés tranquillement le lendemain matin. Ouais, donc ça, vous n'étiez pas préparé à ça Non, disons, c'est surprenant. Disons, vous avez appris. Disons que je viens d'un endroit, on va dire, un peu germanique, la Suisse, qui n'est déjà pas la France, pas l'Algérie, pas d'autres pays. Venir en Israël, les codes sont différents. Encore différents.
Ouais, c'est vrai qu'on parle souvent de la France, un peu moins de la Suisse, mais j'imagine que vous aussi, vous avez un chemin pour arriver à comprendre les codes et la culture de ce pays, afin de bien vous intégrer, encore différent de ceux qui viennent de France, c'est clair. Alors, vous étiez programmé pour rester plusieurs années à l'armée. C'est ça, j'étais monté sur un parcours ce qui s'appelle Atoudaï, c'est-à-dire c'est ce que les jeunes Israéliens font des études, ensuite ils servent à l'armée. Donc en fait, au niveau de la loi, je ne devais servir que 4 mois. À 4 mois 4 mois au niveau de la loi, vu que je suis venu à 24 ans après mes études. Mais en tant qu'Atoudaï, c'était 4 ans. C'est-à-dire, j'ai dû signer 1 an de service obligatoire et encore 3 ans de Keva. C'était mon accord avec l'armée. D'accord. Mais j'ai servi moins. Voilà, vous avez servi moins parce qu'un beau jour, au cours d'un truc complètement anecdotique, mais finalement ça a été important dans votre vie, vous avez pris en stop le responsable de la sécurité du QG de l'armée. Et vous avez discuté, vous l'avez trouvé très sympathique, il vous a trouvé très sympathique, et pour vous faire plaisir, il vous a demandé si vous étiez intéressé à connaître le résultat de votre enquête de sécurité, puisqu'on le sait que pour entrer à l'armée, ou dans des postes sensibles, etc., il y a toujours une enquête de sécurité sur les gens, avec des dossiers bien gardés au QG de l'armée. Mais, patatras, ils n'ont pas trouvé le vôtre. Disons pas tout simplement en cherchant. Il n'y en avait pas. Il n'y en avait pas. Donc, déjà, première question. La deuxième, on va dire. C'est un peu bizarre quand même, parce que vous l'avez eu. Vous l'avez fait Israël quand même. est un pays particulier. Il y a beaucoup de choses. Il y a des miracles, des choses bizarres. Là n'est pas la question. Mais ce qui est intéressant, c'est ma réaction. Ou ce qui est bizarre, ce qui peut aider peut-être les auditeurs de Studio Qualitas, c'est qu'est-ce que je pensais et qu'est-ce qui s'est passé. C'est-à-dire, je me suis dit, bon, il y a un pépin, on va me mettre au rencard le temps qu'il complète le dossier et c'est bon. Bon, premièrement, on m'a pas mis de côté. J'ai continué à travailler normalement avec du matériel sensible entre les mains. La seule chose que je devais faire, c'était ne pas signer mes courriers. Donc ne pas mettre votre nom, déjà, parce que vous n'existez pas dans le système. Donc je continue à travailler, mais pas officiellement. Okay. Donc, comme le fait que j'étais, disons, au QG de l'armée de l'air, qu'il y avait beaucoup d'officiers, j'ai eu l'occasion de discuter avec des gens, on va dire, haut placés. Alors, on m'a pris à l'écart, on m'a dit, c'est absolument pas grave, ils ont confiance en moi. Ils m'ont sorti tout ce qui s'était passé dans l'histoire de l'armée pendant des années. Des dossiers égarés, bon, bref. C'était bien. C'est-à-dire que, grosso modo, quand on vient en Israël et qu'on fait l'armée, qu'on monte dans un bus, on voit un militaire, on est rassuré. Le fait d'avoir fait l'armée, ce que j'ai fait, parfois, j'avais peur. Mais je suis quand même resté. Parfois, vous aviez peur, vous êtes resté. Bon, c'est bien, ça nous, c'est tout un programme. Bon, mais finalement, ça s'est pas super bien fini. Vous avez dû quitter l'armée. Disons, on a décidé de se séparer. Je vais expliquer pourquoi. C'est-à-dire que comme j'avais signé pour 4 ans, je devais avoir un premier poste et j'étais destiné à un deuxième poste 2 ans plus tard. Le fait de prendre du retard à cause de cet incident, vous n'aviez pas de Tarkir Bitroni, comme on dit, d'enquête de sécurité. Je n'ai pas pu sortir au cours d'officier à temps, donc tout le plan de carrière changeait. Entre-temps, il y a eu un nouveau chef d'état-major, Ehud Barak, qui a remplacé Deng Shomron, qui avait un programme de compression budgétaire à l'armée. 2 postes sont tombés dans l'armée de métier de mon unité. Donc, on a décidé de se séparer en bonne relation. Ouais. Bon, alors, ce sont des choses qui arrivent. Vous étiez un peu triste. Vous étiez dans quel état vous étiez psychologiquement ? Bon, ça fait longtemps, j'ai oublié, mais de toute façon, il faut toujours rebondir et voir les choses. Je me suis dit, on a compris. Finalement, c'était quand même une super expérience. C'était une très, très bonne expérience. Ça a beaucoup changé. C'est-à-dire que, grosso modo, je crois que si je devais voir ma façon de répondre à certaines questions que tous les nouveaux immigrants entendent avant et après l'armée ont beaucoup changé. Je m'exprime. Je pense que chacun a entendu un Israélien lui demander pourquoi il a quitté l'Europe pour venir en Israël. Donc, on explique, c'est par sionisme, c'est pour ci, c'est pour ça. Disons que la réponse que je donnais après l'armée, la question, c'est pas pourquoi on est venu, parce qu'on parle pas l'hébreu, on comprend pas ce qui se passe, on vient par naïveté et par sionisme. La bonne question, c'est pourquoi on reste après. Alors, c'est quoi votre réponse ? Je crois par ce sionisme, on ne vit qu'une fois et qu'on veut contribuer à l'avancement de ce pays formidable et on fait partie d'un peuple. Qu'est-ce que vous avez adoré à l'armée ou dans ce pays plus généralement ? Je pense, premièrement, dans ce pays, il y a un côté, je dirais, les gens sont résolument optimistes. On a l'impression de faire partie d'une histoire millénaire
que les gens soient pratiquants ou pas pratiquants, tout le monde attend le Messie, attend quelque chose. Il y a une histoire humaine qui est très intéressante. On est au premier rang, disons, d'un scénario qui n'est pas toujours facile, mais qui intéresse pas seulement les Juifs, mais le monde entier. Et c'est une opportunité historique pendant, je sais pas, des siècles. N'importe quel bon juif, tout ce qu'il espérait, c'était un peu de poussière pour être enterré avec. Aujourd'hui, on marche dessus. Donc, il y a quelque chose de très particulier, sans compter que c'est le seul pays au monde où on peut parler de miracle sans être interné. C'est vrai. C'est vrai. Alors bon, vous, dans votre parcours après l'armée, vous avez fait un peu de tout, il faut bien le dire. Vous avez participé à un projet pilote dans le domaine des assurances en Israël. C'est ça. À l'époque, j'étais très attractif. Disons, j'étais jeune, j'avais fait des études, je sortais de l'armée de l'air, donc j'étais une étoile montante à l'époque. Ouais. Et donc, vous avez participé à ce projet. Je crois qu'il y avait 10 choisis parmi beaucoup d'appelés. Et bon, finalement, ça ne vous intéressait pas, mais vous avez quand même été reçu parmi ces 10 personnes. Vous avez travaillé dans l'industrie, au sein de la société Gotex. Vous avez travaillé dans des associations gouvernementales, au ministère de la Santé, notamment en tant qu'économiste. Comment c'était de travailler au ministère de la Santé ? Disons, c'est ce qu'on appelle être fonctionnaire à la sécurité de l'emploi. Par contre, j'ai trouvé que j'étais un peu jeune pour y rester jusqu'à la retraite, sans compter que ma femme attendait des jumeaux. Donc, j'ai eu d'autres opportunités et j'ai décidé, peut-être à tort, de quitter. Disons, je n'étais pas venu en Israël pour rester 40 ans derrière un bureau. Alors, vous aviez quitté, vous êtes installé à votre compte, en fait, c'est ça ? Non, j'ai travaillé avec plusieurs amis ou différents projets dans pas mal de start-up. En fait, celles qui ont starté, pas vraiment celles qui ont EP. Pas d'exit, donc, pour vous ? Non. C'est pas grave. OK. Et puis, vous avez travaillé aussi dans la philanthropie ? C'est ça, j'ai cherché un boulot et par des relations, il y avait une fondation qui cherchait à ouvrir un bureau en Israël. Donc, j'ai ouvert les bureaux jusqu'à la fermeture 3 ans et demi plus tard. La fondation Barset. Dorset. Pardon, pour ceux qui connaissent. Moi, je ne connais pas personnellement cette fondation. C'était quoi exactement ? C'est une fondation qui était très intéressante dans le sens qui donnait de l'argent dans le domaine social, dans le domaine de la santé ou dans le domaine de l'éducation. Et ce qui était très, très intéressant, en particulier dans cette fondation, c'est qu'ils donnaient la philanthropie comme on investit un peu dans une start-up, c'est-à-dire que sur la base des résultats, et aussi 10% de la répartition allait à ce qu'on appelait le capital risque, c'est-à-dire trouver des nouvelles associations en début de chemin. Aujourd'hui, c'est très facile de donner de l'argent à des associations reconnues, style Yad Sarah et tout. Les trouver quand Lou Polianski était dans son réduit, il y a plus d'effets de levier et c'est beaucoup plus intéressant. Bon, aujourd'hui, ça n'existe plus, mais vous avez quand même distribué, je crois, 6 millions de dollars par an. C'est pas mal. Disons, ce qui était pas mal, dans mon cursus professionnel, j'ai eu deux périodes où j'étais très populaire, tant à l'armée que dans le domaine philanthropique. Quand on distribue de l'armée, on a beaucoup d'amis. Ben oui, quand vous êtes responsable du budget, c'est sûr que vous avez le pouvoir de dire oui. C'est sûr que ça fait des amis. Alors, l'industrie aussi, on l'a dit rapidement, vous avez travaillé chez Gotex 4 ans. C'était sympa, Gotex? C'était agréable comme entreprise? Disons, c'était très particulier. C'est-à-dire que quand on sort de l'université, quand on sort de l'armée de l'air, pour pas dire de Suisse et tout, et qu'on arrive dans une cour byzantine, c'est très particulier, surtout qu'en fait, il s'avérait que, j'avais pas beaucoup d'experts dans le domaine, on m'a pris parce qu'ils avaient besoin d'un fusible. Le fait que j'ai tenu longtemps et que je m'en suis bien sorti, c'était bien, mais c'était humainement très intéressant, c'est-à-dire très très riche, et c'est certainement un des postes que vous avez préféré. Que si je n'avais pas dû quitter, parce que la Gotex était au bord de la faillite et que des clients m'avaient proposé de travailler pour eux, peut-être que j'y serais encore. Peut-être que vous y seriez encore. Qu'est-ce que vous gardez de toutes ces années Est-ce que, je sais pas, est-ce que ça vous a enrichi? Est-ce que... disons, tout est enrichissant. Disons, la vie est une succession de carrefours où on décide d'aller à gauche et à droite et il faut continuer. En plus, Israël est un pays très, très riche qui... Justement, en tant qu'économiste, puisque vous me parlez de la richesse du pays, qu'est-ce que vous pensez des disparités sociales aujourd'hui? Ça, c'est déjà une question politique, ça, c'est un autre sujet. Non, pas politique, mais... Il y a un paradoxe. Disons, Israël est un des pays où
les plus riches au monde aujourd'hui. À l'époque, les gens ne venaient pas en Israël pour des raisons de sécurité ou d'emploi. Aujourd'hui, les gens quittent la France et ils viennent en Israël pour les mêmes raisons. Par contre, au niveau de la répartition, c'est sûr qu'il y a des tas de problèmes en Israël, disons des monopoles, une bureaucratie étouffante, des difficultés à se loger, à finir le mois. Beaucoup de jeunes qui quittent le pays pour des pays moins riches où la vie est plus facile. Tout n'est encore pas parfait en Israël. Le fait que on va dire une dizaine de familles, une quinzaine de familles tiennent, on va dire, l'économie du pays, vous pensez que c'est quelque chose qui va changer ? Ça, c'est déjà une question politique. Vous avez des partis politiques qui veulent changer, et des partis plus libéraux qui veulent mettre fin disons, aux droits de douane, à certains monopoles et tout. Mais est-ce que vous pensez que ça pourrait arriver ou pas ? Je pense que ça va arriver. La question, c'est quand ? C'est absolument nécessaire. Oui. C'est absolument nécessaire. Bon. OK. Alors, on ne va pas vous embêter avec des questions politiques. Ce n'était pas du tout le propos, mais c'est toujours intéressant. Je profite, puisque vous êtes qualifié pour répondre, de vous poser ces questions. En tout cas, merci beaucoup, Michael, d'être venu, d'avoir raconté votre parcours. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter ? C'est souvent une question que je pose. Je crois que comme chacun, on va dire la santé et de continuer à vivre cette expérience phénoménale de vivre en tant que juif en Israël. Eh ben voilà, moi je trouve que c'est pas mal comme conclusion. À très bientôt en tout cas. Merci. Ciao. Ils ont relevé le défi de l'Alia. Alia Story, c'est vous, c'est nous.